Sous une perspective archéologique, l'Égypte est un don inépuisable. Les Égyptiens étaient, sans conteste, la plus grande civilisation de l'Antiquité. Et il est possible que nous n'ayons pas encore découvert la moitié de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Malgré tout, nous avons découvert de nombreux vestiges, et les plus impressionnantes découvertes archéologiques égyptiennes figurent parmi les plus significatives de toute l'histoire. Pour illustrer ce point, permettez-nous d'explorer certaines d'entre elles. Nous avons l'habitude d'associer la contrefaçon de monnaie à un problème contemporain, mais l'homme s'efforce de tromper ses semblables depuis sa création. Et nous pouvons le prouver en rapportant un immense trésor de fausses monnaies égyptiennes antiques, révélé en décembre de l'année 2020. Les pièces et les billets n'étaient pas courants lorsque cette contrefaçon a été créée, il y a environ 2200 ans, de sorte que l'économie de l'époque était régie par l'or, l'argent et le bronze. Malheureusement, lorsque plusieurs civilisations de l'âge du bronze se sont effondrées en quelques décennies les unes des autres dans l'est de la Méditerranée, l'argent est devenu rare. Cela a poussé les gens à prendre des mesures criminelles. L'archéologue Zilla Eshel a passé une grande partie de l'année précédente à étudier des tas de ce que l'on pensait être de l'argent de l'âge du bronze, recueillis sur des sites à travers l'Égypte et Israël, seulement pour découvrir que la plupart étaient en réalité un alliage de cuivre bon marché, revêtu d'argent, pour qu'il semble plus précieux. Il est fort probable que cette supercherie n'a pas été orchestrée par des marchands de la place du marché. Zilla pense qu'il est beaucoup plus probable que les dirigeants de l'Égypte, ne voulant pas que le peuple de Canaan, qui appartenait alors à l'Égypte, découvre qu'ils étaient à court d'argent, ont ordonné la création de faux argent pour faire semblant d'être toujours riches, pendant une période où tous les autres étaient en pénurie. Peut-être l'Égypte antique n'a-t-elle pas toujours été strictement égyptienne. Il y a environ 2200 ans, l'influence grecque était prépondérante dans le pays, comme en témoigne la découverte des ruines d'un balnéaire dans la cité côtière égyptienne de Bérénice, en novembre de l'année 2022. Le balnéaire est colossal, composé de 2 aires circulaires abritant chacune 14 baignoires remplies d'eau tiède ou froide. Si l'on souhaitait un bain chaud, il fallait pénétrer dans une salle distincte. Le balnéaire est complété par 2 réservoirs artificiels, tous deux alimentés par le même puits. Un bâtiment à l'extrémité ouest du balnéaire pourrait avoir été un gymnase, mais cela reste difficile à confirmer. Ces ruines datent de la période hellénistique en Égypte, qui a eu lieu entre la mort d'Alexandre le Grand et celle de Cléopâtre VII. Bérénice était une cité militaire à cette époque, réputée pour son important contingent d'éléphants de guerre venus de l'est de l'Afrique. Il est probable que ce balnéaire a été construit exclusivement pour le plaisir des militaires, bien que les éléphants n'aient certainement pas été invités à entrer. Les archéologues spécialisés en égyptologie ont accompli un travail considérable en localisant de nombreuses tombes de pharaons, mais ils n'ont pas encore toutes été découvertes. La tombe de Thoutmôsis II demeure introuvable, mais une découverte fortuite faite au début de l'année 2020 pourrait avoir mis les chercheurs sur la piste de sa localisation. Une équipe polonaise fouillait les décombres dans la région de Deir el-Bahri, dans l'espoir de découvrir une partie du temple funéraire de Hatshepsut, mais ils ont trouvé quelque chose de très différent et encore plus impressionnant. Au lieu des ruines du temple, ils ont découvert un coffre au trésor vieux de 3500 ans, orné d'une inscription dédiée à la mémoire du pharaon perdu. Mesurant à peine plus d'1 mètre carré, il est facile de comprendre comment la boîte a pu passer inaperçue aux yeux des chercheurs précédents pendant tant d'années. Elle ressemble à n'importe quel autre débris, jusqu'à ce que l'on s'en approche. Lorsque l'équipe l'a ouverte, elle a découvert quelques objets dorés soigneusement enveloppés dans du lin, un œuf d'oie fossilisé et les restes squelettiques d'une oie sacrifiée. L'emplacement de la boîte suggère qu'une tombe a été créée ou était prévue pour être construite à proximité. Les archéologues misent sur la première option et espèrent pouvoir la trouver prochainement. Durant le règne du roi Ramsès II, il y a 3000 ans, la capitale de l'Égypte était Pi-Ramsès. Au début de l'année 2017, des archéologues travaillant sur un site qui est supposé être l'un des anciens palais du célèbre pharaon à Pi-Ramsès ont fait une découverte surprenante, un ensemble d'empreintes de pas laissées par des enfants. Les traces ont été trouvées parmi des fragments de peinture rares, mais les deux ne semblent pas être liés. Les empreintes sont conservées au fond d'une fosse à mortier et appartiennent à des enfants âgés de 3 à 5 ans.
Les fragments de peinture trouvés avec eux semblent avoir été déposés dans la fosse de manière délibérée, mais la raison reste indéterminée. Nous ne savons pas non plus pourquoi il y avait des enfants au fond de la fosse. Ils étaient trop jeunes pour être des travailleurs infantiles, et il semble improbable que des enfants de cet âge aient été jetés dans une fosse en guise de punition. Comme c'est souvent le cas avec la plupart des découvertes qui les déconcertent, les archéologues ont émis l'hypothèse que la présence des enfants dans la fosse pourrait être liée à un rituel ou une cérémonie inconnue. Il n'y a aucune preuve qui soutient cette idée, mais il n'y a pas non plus de preuves qui soutiennent une autre théorie. Aucune civilisation antique n'a été plus étudiée que les Égyptiens, et pourtant, il reste encore de nouvelles choses à découvrir sur cette puissante race et son empire. Nous ne comprenons même pas entièrement certaines des choses que nous avons déjà trouvées, comme le temple de Kom-Ombo. Récemment, les restes momifiés de plusieurs centaines de crocodiles ont été trouvés sous le temple, éclairant enfin certaines des marques sur les murs. Inhabituel pour l'Égypte de la période ptolémaïque, le temple est divisé en deux parties, avec 2 salles, 2 cours, 2 sanctuaires et même 2 entrées. La moitié du temple est dédiée au culte de Sobek et l'autre moitié à Horus. La partie du temple consacrée à Sobek est recouverte de peintures de crocodiles. Mais personne n'a jamais pu découvrir pourquoi les peintures se trouvent dans le temple, lui valant le surnom de Maison des crocodiles. Jusqu'à ce que les restes de crocodiles soient trouvés, la plupart des historiens considéraient simplement l'art comme curieux et inexplicable. Ce qui reste inexplicable, ce sont les gravures d'instruments médicaux et chirurgicaux sur les murs du temple, qui sont considérées comme les plus anciennes au monde. Y avait-il 2 prêtrises séparées ici? L'une était-elle dédiée à la médecine et l'autre aux crocodiles? Si oui, quel était leur point commun? Aprié n'était pas l'un des grands pharaons de l'Égypte antique, mais un artefact de son règne, vieux de plus de 2500 ans, a créé un grand mystère pour les historiens. Son palais à Memphis était immense, mesurant plus d'un 158 mètres sur 106 mètres. L'entrée du palais était un spectacle grandiose, présentant divers reliefs décoratifs en calcaire. Seuls des fragments de la porte existent aujourd'hui, mais il y a une teinte particulière de jaune dans ces fragments survivants qui ne devraient pas y être. Les Égyptiens utilisaient un pigment appelé or-piment pour créer du jaune, mais il y a plus que de l'or-piment dans les couleurs jaunes de la porte. Il y a de l'arsenic dans la peinture, comme il y en aurait avec l'or-piment, mais il y a aussi du plomb et de l'antimoine, en plus d'une couche de cire. Les scientifiques ont déjà vu ces ingrédients dans la peinture jaune avant, mais on pensait que personne n'avait inventé ce mélange particulier jusqu'au Moyen Âge. Le jaune de plomb apparaît, par exemple, dans la laitière de Johannes Vermeer, qui a été peinte en 1657. Au lieu d'être une invention européenne, il semble que ce pigment a été inventé en Égypte, oublié pendant 2000 ans, puis réinventé par les Européens. La Guéniza du Caire n'est pas un bâtiment ou un lieu, c'est une collection de plus de 200 000 documents anciens qui dépeignent la vie au Caire pendant la période juive de la ville. Les documents ont été trouvés au 19e siècle à l'intérieur de la synagogue Ben Ezra, qui a été construite par Al-Fustat en 882. La légende raconte qu'elle a été construite exactement à l'endroit où le bébé Moïse a été trouvé dans le Nil, bien que cela ne puisse évidemment jamais être prouvé. Techniquement, tous les documents qui composent la Guéniza du Caire ont été jetés. Les lois religieuses stipulent que les documents portant le nom de Dieu ne peuvent être détruits ou jetés, donc ils doivent être stockés quelque part lorsqu'ils sont jetés. La synagogue était un endroit aussi bon que n'importe quel autre. La collection contient des documents écrits entre les 10e et 19e siècles, y compris de la correspondance personnelle, des contrats juridiques, des documents commerciaux et des manuscrits religieux. Ils intéressent les historiens parce qu'au lieu de détailler les affaires de l'élite sociale de l'époque, ils documentent la vie des gens ordinaires. Parmi les écrits les plus significatifs de la Guéniza du Caire figure l'œuvre pharmacologique d'Ahmed ibn al-Jazar, qui était médecin au XIe siècle. Il y a même une lettre du Xe siècle de Kiev qui fournit la première preuve qu'il existait une communauté juive en Ukraine à cette époque. La cité de Gizeh voisine du Caire a été plus minutieusement explorée par les archéologues que presque toute autre partie de l'Égypte. C'est après tout le lieu où se dressent les pyramides.
Il y a toujours de nouvelles découvertes à faire, comme en témoigne la mise au jour d'un vaste édifice ancien en septembre 2018. Cet édifice couvre une superficie de 4 mètres carrés et l'on pense qu'il fait partie d'un ancien quartier résidentiel. Il y a un autre bâtiment juste à côté qui contient un bain romain et une pièce qui semble avoir été utilisée pour des rites religieux. Cette théorie est soutenue par le fait que la pièce contient des bassins du type utilisé pour les purifications rituelles, ainsi que des pots à offrandes ornés de la tête de Bèze, l'ancien dieu égyptien de l'accouchement et de la musique. Il n'est pas clair ce qui a conduit les historiens à conclure que le plus grand bâtiment faisait partie d'une communauté résidentielle, en dehors de sa taille. Il est beaucoup plus grand que la résidence moyenne de l'époque. La présence du bain romain et du style romain des autres artefacts trouvés dans l'autre bâtiment pourrait indiquer que la communauté qui vivait ici était romaine et non égyptienne. La palette de Narmer est-elle le document historique le plus ancien du monde? Il serait peut-être prudent de ne pas attendre une réponse définitive des historiens sur cette question. Ils ne sont même pas d'accord sur le nom qu'il faudrait lui donner. Pour chaque personne qui l'appelle palette de Narmer, il y en a une autre qui la désigne comme grande palette d'Hierakonpolis. Cet artefact curieux a été trouvé dans le temple d'Horus en Égypte, en 1897, et a un peu plus de 5100 ans. Qu'il soit ou non le document le plus ancien du monde, les hiéroglyphes sculptés sur sa surface sont les plus anciens d'Égypte. Ceux qui défendent la théorie selon laquelle il s'agit du document le plus ancien du monde soulignent les différences entre les deux représentations du roi Narmer de chaque côté de l'artefact. D'un côté, il porte la couronne rouge associée à la Basse-Égypte, de l'autre, la couronne blanche associée à la Haute-Égypte. Il s'agit du plus ancien dessin d'un souverain égyptien ancien, mais plus important encore, il peut être interprété comme un enregistrement de l'extraordinaire accomplissement de Narmer en unifiant l'ancien royaume d'Égypte. Ceux qui contestent cela disent qu'il s'agit en réalité d'une référence à la victoire militaire des forces de Narmer sur les anciens Libyens, bien que, pour être honnête, nous ne voyons pas comment cela changerait son statut de document le plus ancien du monde. Amenhotep III, également connu sous le sobriquet d'Amenhotep le Magnifique, est l'un des souverains les plus significatifs de l'Égypte ancienne, régnant pendant 40 années après son accession au trône, en 1386 avant Jésus-Christ. Il était plus qu'un simple pharaon, il était acclamé comme un roi-dieu vivant. En tant que tel, il possédait de nombreux palais, mais aucun de ces palais n'était plus grandiose que le palais de Makata. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que le palais était plus vaste que certaines des cités de l'époque. Il est si grand qu'il contient même un lac cérémonial. Il ne reste aujourd'hui que des ruines du palais, mais les archéologues et les historiens ont réussi à déterrer et à identifier de multiples cours et chambres d'audience, ainsi que des blocs d'appartements connus sous le nom de villas de l'Ouest, qui abriteraient les nombreuses centaines de travailleurs et serviteurs nécessaires pour maintenir le palais en fonctionnement et répondre aux caprices du pharaon. Même dans leur état de ruine, les murs du palais de Makata présentent encore de magnifiques peintures de fleurs, d'animaux, de lits de roseaux et plus encore, dont beaucoup conservent encore leur couleur d'origine. Aucun ensemble de ruines ne suggère mieux le faste dans lequel les pharaons vivaient que celui-ci. Les pyramides les plus célèbres de l'Égypte sont celles du Caire, mais elles sont loin d'être les seules pyramides de l'Égypte. Elles sont simplement plus grandes et en meilleur état de conservation que presque toutes les autres. En exemple, voici ce qui reste de la pyramide de Sésostris II à El Lahoun. La pyramide a été construite il y a 3800 ans, tandis que Sésostris était encore en vie, ce qui signifie qu'il a pu la nommer. De manière assez modeste, il l'a appelée Ka-Sésostris, ce qui signifie « Sésostris brille ». Curieusement, il a choisi de faire construire sa pyramide à El Lahoun, plutôt qu'à Dachour, où se trouve la pyramide de son père Amenemhat II. Cela représente une rupture significative d'une tradition qui était alors bien établie, et les historiens ne sont pas sûrs de la raison de cela. Il a également caché l'entrée de la pyramide à un endroit inhabituel. Au lieu d'être sur la face nord de la pyramide, qui était la norme pour les pyramides de l'Ancien et du Moyen Royaume, Sésostris a fait cacher l'entrée sous le tombeau d'une princesse enterrée à quelques dizaines de mètres de distance. Il a été supposé que cela aurait pu être une mesure pour protéger la pyramide contre les voleurs de tombes, mais il ne s'agit que d'une théorie.
L'histoire et le folklore égyptien sont saturés de récits de grands rois, reines et pharaons. L'un des plus illustres de tous fut Ramsès II, estimé comme le plus grand dirigeant de l'âge d'or de l'Égypte. Il doit une partie de sa réputation grandiose aux éblouissantes structures qu'il a ordonné ériger durant son règne de 66 ans, et les temples d'Abou Simbel sont parmi les plus remarquables. Ils se situent au sud d'Assouan, près de la frontière du pays avec le Soudan. Il y a 2 temples sur le site. Le plus grand d'entre eux a été construit il y a 3200 ans et dédié à Néfertari, l'épouse favorite du pharaon. Les 2 temples sont dans un état de conservation incroyable compte tenu de leur âge, avec des gravures et des fresques richement colorées qui ornent encore les murs intérieurs. L'endroit le plus paisible à l'intérieur d'eux, et donc le meilleur endroit pour s'asseoir en silence et rassembler ses pensées, est la salle au fond du grand temple avec ses 4 statues gigantesques. Si vous arrivez au bon moment de la journée, vous découvrirez que le soleil brille directement à travers les portes du temple pour illuminer les statues, leur conférant une lueur éthérée. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.